Les agriculteurs de toute la France convergent vers Paris, parmi eux des Mosellans, dont quelques agriculteurs du Pays de Bitche. 10 heures de route en tracteur à 40 km/h sur l'autoroute A4. Opération escargot pour les taxis. Hier, ils ont manifesté dans toute la France. Ils sont inquiets de la nouvelle convention entre leur profession et la Caisse nationale de l'assurance maladie concernant le transport sanitaire. Les professionnels de Moselle se sont regroupés à Metz, symboliquement devant l'hôpital Robert Schuman et le CHR, avant de converger à vitesse très réduite vers la préfecture. Réunis en conseil municipal, les élus sarregueminois ont planché sur le rapport d'orientation budgétaire. Un budget contraint dans un contexte difficile. Moins de dotation de l'État, plus de charges de personnel et plus de dépenses en énergie. Seuls 3 millions d'euros maximum pourront être consacrés à l'investissement cette année. Mieux vieillir, c'est le leitmotiv de la Fédération Senior Moselle. Une réunion territoriale s'est déroulée à Rohrbach avec de nombreux clubs du 3e âge et associations de seniors de l'arrondissement de Sarreguemines. Carnaval au royaume des dessins animés, c'est le thème choisi cette année par la Société carnavalesque de Sarreguemines. Elle a donné le ton samedi avec sa première Kappensitzung sur la scène de l'Hôtel de Ville. Rendez-vous dimanche au centre-ville de Sarreguemines pour la cavalcade internationale. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Après l'actu, le député de la 5e circonscription de la Moselle, Vincent Settlinger, sera face à l'objectif pour une interview de début d'année. On commence avec l'actu et les manifestations des agriculteurs. Hier soir, ils étaient une quarantaine à partir de Metz pour la capitale. Parmi eux, quelques agriculteurs du Pays de Bitche. 10 longues heures de route à 40 km/h pour bloquer l'un des axes autoroutiers principaux vers Paris, l'autoroute A4. Depuis le cortège, Nicolas Demerlet, secrétaire général des jeunes agriculteurs du Pays de Bitche, témoigne sur leur motivation à se mobiliser dans ce mouvement d'ampleur nationale. Donc on s'est donné rendez-vous à 21h à peu près à Metz du coup. Après là on est parti à 21h30, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on est en tracteur quoi. Après on se relaye, on est 2 chauffeurs par tracteur. Donc là, on est à peu près à 30 km de la capitale, je dirais. On approche tout doucement. On est escorté par les forces de l'ordre, la gendarmerie et la patrouille autoroutière. Oui, on attend peut-être des suppressions de certaines normes, des éclaircissements d'autres normes, notamment la loi Egalim. Une manifestation en appelle une autre. En parallèle des routes bloquées par les agriculteurs, les chauffeurs de taxi se sont lancés hier dans une opération escargot dans toute la France. La raison, une nouvelle convention sur le transport sanitaire pour les 5 prochaines années avec la CNAM, la Caisse nationale de l'assurance maladie, l'organisme qui leur reverse une partie de leurs revenus après un transport sanitaire. Mais à l'avenir, certaines courses ne seront pas revalorisées. Alors les chauffeurs tirent la sonnette d'alarme. Tôt hier matin, ils se sont rejoints à Metz, comme un symbole devant l'hôpital Robert Schuman et le CHR, avant de prendre la direction de la préfecture. Mathéo Philippe est allé à leur rencontre. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 70% du chiffre d'affaires, voire beaucoup plus pour certains de mes collègues, qui est généré par le transport médicalisé. Il y a de fortes possibilités de dépôt de bilan ou en tout cas de situations économiques qui vont devenir désastreuses dans cette profession. La CPM, si vous voulez, c'est 80% du chiffre d'affaires pour les 3/4 des taxis. Et puis la CPM nous gruge déjà sur les tarifs, nous met des pourcentages de remise en plus. Et à la fin, tout augmente, le carburant a augmenté, les entretiens des voitures ont augmenté aussi également. Donc qu'est-ce qu'on fait? On brûler la voiture et puis rester sur place, quoi. Ça fait quand même pas mal d'années où on doit faire pas mal de concessions par rapport à la Sécu, par rapport à plein de choses, aux tarifs. Et à l'heure actuelle, avec la conjoncture, tout ça, c'est très compliqué. Tous les taxis et ambulanciers n'ont pas le même avis concernant le transport partagé des patients. Marie-Morgane Pires est allée à la rencontre des ambulances Jordan et associées à Sarreguemines. Pour le gérant, cette mutualisation des trajets a des points positifs. Dans notre activité, le numerus clausus restreint le nombre de véhicules. Nous n'avons pas d'autre solution que pour garantir la continuité du soin que de transporter de façon simultanée. Le patient n'étant pas le payeur aujourd'hui, cela va générer une économie auprès du réseau de la caisse primaire, mais surtout, ça permet aussi de garantir l'accès aux soins.
L'impact écologique sera réduit puisque qui dit transport simultané dit moins de véhicules sur une même zone géographique. Il est incontournable de trouver des sources d'économie au système de santé si l'on veut garantir la continuité de notre système de santé. Donc le transport partagé générant une économie va dans ce sens. On va se pencher maintenant sur le conseil municipal de Sarreguemines qui s'est déroulé hier soir. Guillaume y a assisté, il va nous le synthétiser dans sa chronique. Et avant de s'intéresser au point principal de cette réunion politique, le rapport d'orientation budgétaire, j'ai voulu vous présenter d'autres points qui méritent d'être écoutés. Au début du conseil municipal, les élus ont mis à l'honneur plusieurs personnalités, notamment un jeune homme qui fait parler de Sarreguemines dans le monde entier, Jan Schrub. L'athlète de l'ASSA, spécialiste de la course à pied, est en train de se construire un fabuleux palmarès. Il a notamment terminé 3e sur 10 000 mètres au championnat d'Europe d'athlétisme en 2022 et tout récemment, le 10 décembre, il a gagné en individuel les championnats d'Europe de cross-country à Bruxelles, ce qu'aucun autre Français avant lui n'avait réussi. Il participera cet été aux Jeux Olympiques et quelques semaines avant au championnat d'Europe d'athlétisme. J'avais fait 3e à Munich, donc j'espère faire au moins aussi bien. C'est notre espoir pour l'avenir, c'est notre espoir pour les JO et puis bien au-delà, bien sûr. Voilà, on peut l'applaudir encore une fois. Au sein même du conseil municipal de Sarreguemines, dans les rangs de la majorité, plusieurs élus ont reçu une promotion et ils ont été honorés hier. Ils étaient déjà conseillers municipaux délégués et voient leurs responsabilités étendues, Marie-Thérèse Heimesmur et Jean-William Fischer. Ils n'étaient pas encore CMD et viennent d'être nommés à cette fonction, Jacques Marx, Dominique Willem-Massin et Alain Dan. Ces trois derniers élus s'occuperont respectivement du devoir de mémoire, des enjeux du centre-ville et du monde de l'enfance, des associations et des questions de sécurité. Une volonté de longue date a été décidée hier, la fusion au sein d'une même délégation de services publics de la gestion de stationnement payant sur la voie publique et dans les parcs en ouvrage. Les élus avaient juste à se prononcer sur ce mode de gestion. François Bourbeau s'est abstenu, Bernadette Hilpert a voté contre, cette dernière aurait préféré que la ville opte pour une gestion en régie. Un projet a également franchi une nouvelle étape, l'implantation souhaitée d'un bâtiment comme toi, destiné à héberger des personnes atteintes de handicap dans des logements inclusifs. Cette construction doit se faire en lieu et place du parking Fischer. La ville a décidé de vendre cette parcelle au tarif de 203 000 € à la société porteuse du projet Comme Toi. Les automobilistes vont-ils de ce fait perdre des places de stationnement ? On leur promet que non. À la demande de Monsieur le maire, nous allons recréer donc autant de places de parking que nous en perdons par la vente de cette parcelle. Oui, et c'est-à-dire que dans l'espace rouge, de toute façon, il y aura aussi l'espace de stationnement de l'établissement lui-même. Oui, donc, je veux dire, globalement, la capacité de réponse sur le secteur sera absolument identique, voire améliorée, puisque nous optimisons tous les espaces qui aujourd'hui sont inatteignables ou peu utilisés à l'arrière, même sur de l'emprise qui nous appartient. Donc, voilà, on rationalise vraiment l'espace. Hier soir, il n'y avait finalement qu'une toute petite quinzaine de points à l'ordre du jour et pourtant, le conseil a duré plus de 3 heures. Alors explique-nous pourquoi. Eh ben, tu as l'habitude de le dire, en début d'année, qui dit début d'année dit budget et dit ROB ou rapport d'orientation budgétaire. C'est le moment où les élus, 10 semaines avant le vote du budget, font le point sur l'état des finances de la collectivité et donnent un aperçu de la manière dont l'argent va être dépensé durant l'année. Si dans le monde de l'athlétisme, le doc, c'est Jan Schrub, on sait que c'est la référence à notre champion sarregueminois qui fait également d'excellentes études en médecine. En matière de finances, à Sarreguemines, le doc, ça pourrait être Jean-Marc Schwartz, le premier adjoint au maire de Sarreguemines. Il est en effet passionné par les chiffres et a notamment travaillé dans sa carrière professionnelle au Auberg, le centre de médecine physique et de réadaptation. Je vous propose donc d'écouter notre doc parler des finances. Sur l'année 2003, par rapport au budget qui a été voté le 5 avril 2023, l'évolution a surtout été marquée par la hausse des dépenses d'énergie. Nous avons à peu près 400 000 € de plus de dépenses d'énergie sur l'exercice 2023 par rapport à 2022.
mais surtout aussi une inflation qui a été répercutée sur l'ensemble des achats de fournitures. Nous achetons du matériel, nous achetons pour nos services techniques, pour nos ateliers, et bien, les prix augmentent. L'augmentation du point d'indice des personnels au 1er juillet 2022 de 3,5% avec une incidence à peu près pour les 6 mois à peu près de 100 000 euros. Donc sur l'année pleine, ça fera une augmentation de 200 000 euros avec cette évolution de l'indice du point d'indice des personnels. L'incertitude des marchés bancaires, là encore on a eu l'occasion d'en parler l'année dernière, les taux d'intérêt à 0,6, 0,7, 0,8%, vous savez aussi bien que moi, tout le monde le sait aujourd'hui, c'est de la vieille histoire. Nous avons fait un emprunt en début d'année qui était à 4,05, 0,6 et la dotation forfaitaire continuellement en baisse. On y reviendra encore un tout petit peu tout à l'heure, mais je vous ai déjà donné les principaux éléments avec ces 3 millions de dotations forfaitaires de moins en l'espace de 10 ans. Voilà, donc des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros, c'est la liste des difficultés économiques qui impactent la ville de Sarreguemines. Vous vous en êtes rendu compte, cette liste est longue, mais dans le long exposé qui a été présenté hier, on retrouve quand même, en cherchant bien quelques points positifs, le fonds de péréquation intercommunal est plus faible que par le passé. Les élus sont satisfaits également de la mise en place du réseau de chaleur et pensent même que le coût de la biomasse pourrait diminuer. Ils se réjouissent aussi de la hausse de la population constatée par l'INSEE. Elle est faible, mais Sarreguemines aurait gagné 63 habitants entre 2020 et 2021 pour atteindre le nombre de 21 080 habitants. Fin des années 90, néanmoins, la cité faïencière comptait 3 000 habitants de plus qu'aujourd'hui. Autre point positif pour la ville, mais négatif pour les Sarregueminois, la hausse des bases fiscales, plus 3,9% cette année. L'augmentation était de 7,1% l'an passé. Ce n'est pas la ville qui décide de cette hausse de la fiscalité, mais c'est l'État. Cette mesure qui impacte négativement le budget des ménages a des conséquences positives pour le budget de la ville. Cette hausse des bases fiscales devrait en effet permettre à la municipalité de recevoir cette année 438 000 euros de recettes supplémentaires. Alors maintenant que l'état de santé financière de la ville a été dressé, dis-nous un petit peu quelles ont été les décisions prises par les élus sarregueminois hier soir. Alors les charges devraient progresser de plus de 1,70% entre 2023 et 2024 pour atteindre cette année près de 31 062 000 euros. En termes d'investissement, le volume maximum que la ville compte utiliser s'élève à 3 millions d'euros. 300 000 euros seront dépensés pour terminer les travaux du stade du Hagwald et les travaux de voirie sont également prévus à proximité du Bliss Park, rue de Beach et rue de Depont. Alors pour terminer, parce que cette saison aussi, est-ce que tu peux nous faire un petit focus sur la dette ? Oui, et en 2023, et compte tenu des investissements tout de même consentis pour la création du stade du Hagwald et pour les travaux au niveau de la place du marché, l'endettement de la ville a progressé. Le stock de la dette s'élève à près de 27 600 000 euros et la capacité de désendettement est de 9 ans en 2023 contre 7,1 ans en 2022. Il y a un peu qu'en comptabilité où on parle de dixième d'année. Le vocabulaire financier reste parfois... Il réserve bien les surprises pour moi, simple mortel. Eh bien, en tout cas, merci Guillaume pour tes explications. Et puis on te retrouve donc dans 10 semaines, dans la foulée du vote du budget, pour ta chronique régulière sur le conseil municipal de Sarreguemines. Président, vice-présidente ou encore directeur, plusieurs cadres de la Fédération Senior de la Moselle se sont rendus à Rohrbach jeudi pour une réunion territoriale avec les associations membres. C'était l'occasion de parler des nouveautés et de revenir sur les solutions apportées aux problématiques qui avaient été évoquées lors des précédentes réunions. Reportage d'Emilia Zell. De nombreux membres d'associations du Pays Beach et de Sarreguemines ont assisté jeudi à la réunion territoriale de la Fédération Senior de Moselle. Elle avait lieu à la salle polyvalente de Rohrbach. La fédération, qui prône le mieux vieillir, est un réseau associatif départemental qui regroupe 285 associations en Moselle et dans le secteur de Beach, une cinquantaine d'associations participent également à ce réseau. Lors de la précédente réunion, les représentants des associations de seniors du secteur avaient fait part de plusieurs problématiques. Et nous nous sommes mis à l'écoute des associations qui nous ont questionnés, qui nous ont posé un certain nombre de problèmes administratifs ou des problèmes d'activité. Et nous revenons aujourd'hui avec des réponses. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que justement, on va pouvoir apporter ces éléments qui font leur vie de quotidien, leur vie de leur structure associative ont besoin de ces éléments-là pour bien travailler avec leurs seniors. Le directeur a également dévoilé le nouveau site internet et mis en avant le besoin de moderniser les méthodes de communication de la Fédération Senior de Moselle.
En 2022, Latifa Ibn Ziaten avait rencontré des élèves du lycée Simon-Lazare de Sarreguemines. Un témoignage de la mère du premier soldat tué par le terroriste Mohamed Merah à Toulouse en 2012, qui avait grandement marqué les lycéens. Cette année, ils ont décidé de l'inviter à nouveau pour sensibiliser les jeunes aux valeurs républicaines. Avant les échanges avec la fondatrice de l'association IMAD pour la jeunesse et la paix, un film qui retrace son histoire est projeté. Elle a rencontré ce matin les élèves du lycée professionnel Simon-Lazare. Elle sera aussi demain et après-demain avec les élèves du lycée Jean de Pange et du lycée Henri Nominé. Et notez bien que ce soir, une conférence à destination du grand public est organisée. Rendez-vous à 18h dans la salle Ola du lycée Henri Nominé. Assurer 4 heures de spectacle avec une énergie débordante, la société carnavalesque de Sarreguemines sait y faire. Les bénévoles ont donné la première représentation de leur Kapensitzung ce week-end. Reportage de Marie-Morgane Pires et Guillaume Desmontailles. Tu sais pourquoi que les hommes ils sifflent mieux que les femmes? Non. Ben je vais te le dire, hein. C'est parce qu'ils ont une cervelle d'oiseau. Des sketchs en platé en allemand, des chansons, des danses et surtout beaucoup d'humour. C'est la recette de la société carnavalesque de Sarreguemines au fil des années pour sa Kapensitzung. Cette année, la thématique est affichée dans le décor et dans les costumes au royaume des dessins animés. Un spectacle haut en couleurs qui sera à nouveau donné samedi soir sur la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Et dimanche, place à la cavalcade internationale au centre-ville. 49 groupes et 1300 participants seront mobilisés pour l'événement. Dans un instant, on change d'ambiance pour passer à l'interview politique de Vincent Settlinger avec la météo en guise de transition. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, le classement des villes et villages où il fait bon vivre en France est tombé. Sur le podium du classement national, on retrouve Angers, Bayonne et Biarritz à la première, deuxième et troisième place. Et dans le top 20 des villages de moins de 2000 habitants, on peut voir 2 villages de Moselle, Peltre à la 4e place et Ventoux à la 16e place. Et si on se concentre maintenant sur le classement départemental, on retrouve Sarreguemines à la 4e place, derrière Montigny-lès-Metz, Thionville et Metz, qui occupe également la première place du classement régional et la 2e place derrière Strasbourg pour le Grand Est. En ce qui concerne les critères du palmarès, on ne tient pas compte de la météo, alors on va faire le point ensemble. Pour demain, on va retrouver des brumes et brouillards au lever du jour, mais un temps plus dégagé dans le courant de l'après-midi, avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation pluvieuse dans la soirée. Côté température, les minimales iront de 4 à 5 degrés et les maximales de 7 à 9 degrés. Demain, nous fêtons les Marcel et il fera jour de 8h04 à 17h25. Passez tous une très belle journée et à demain. La culture s'invite au Pays de Beach. Rendez-vous samedi 3 février pour la folle histoire du couple. Que ce soit dans le futur ou à la préhistoire, être en couple n'a jamais été simple. Réservez votre place au siège de la communauté de communes du Pays de Beach ou en ligne sur ticket-régional.fr. Votre toit présente des signes de vieillissement? Il est temps de faire appel à un professionnel. Les équipes de Moder Habitat assurent en un temps record le nettoyage ou la rénovation complète de votre toiture en termes de couverture et de zinguerie. Une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et sérénité par tous les temps. Entrez avec moi dans le cadre cette semaine. Je suis accompagnée d'un auteur, chanteur, compositeur iconique de notre région et d'outre-frontière. Il a presque 40 ans de carrière musicale et aujourd'hui, il nous propose un duo avec son fils. C'est Marcel Adam, accompagné de Yann Lou. Anna sitzt vor der Straße auf der Bank. Nimm Adele Schild Krummbeere für Frit. Der kleine Bub, der denkt sich Gott sei Dank, gibt es um mich so viele Liebe. Une émission
émission à découvrir en intégralité ce jeudi dès midi sur Mosaïque Cristal. Bilan de 2023, projet pour 2024. Vincent Settlinger, député de la 5e circonscription de la Moselle, est face à l'objectif pour répondre aux questions de Camille Henriot. Bonjour Monsieur Settlinger. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à Sarreguemines, juste à côté d'un site emblématique de la ville de Sarreguemines, le Casino des Faïenceries. Pourquoi avoir choisi ce lieu spécifiquement pour ce début d'interview d'année 2024 ? Alors merci déjà donc à votre chaîne donc de faire cette série de vœux et d'interviewer donc les différents élus du territoire. Je crois que c'est important et ça permet effectivement de faire un peu un bilan de l'année 2023 et de se projeter également sur l'année 2024 qui s'ouvre depuis quelques jours. Alors pourquoi avoir choisi ce lieu aujourd'hui ? Pourquoi avoir choisi donc juste à côté du casino de Sarreguemines ? C'était pour montrer que depuis que je suis élu, depuis maintenant 1 an et demi, j'ai voulu être vraiment en prise directe avec le territoire et tous les jours, tous les week-ends, j'ai à cœur de me rendre dans différentes associations, dans différentes manifestations pour voir le maximum de personnes et pour montrer que quand on est élu, quand on est élu local, élu de territoire, on ne peut pas rester dans son bureau toute la journée, on ne peut pas rester dans son bureau du matin au soir, il faut au contraire sortir, il faut voir le maximum de personnes. Et je crois que ce lieu est emblématique parce qu'à Sarreguemines, parce qu'à quelques mètres de cette friche des faïenceries qui va renaître dans quelques instants grâce à la mobilisation de la municipalité de Sarreguemines. Donc voilà, c'était pour ça que je voulais vraiment être ici parce que c'est un peu le lien entre le passé, entre ce beau casino de Sarreguemines et le futur, la friche des faïenceries. On vient de quitter l'année 2023 pour rejoindre l'année 2024 et au courant de cette année 2023 qui vient de s'écouler, vous avez été élu à la tête de la fédération de Moselle, donc du parti Les Républicains. Pourquoi avoir fait ce choix de briguer ce mandat particulièrement ? Alors, c'est vrai, ce n'est pas forcément un choix que j'ai fait personnellement. Je ne me suis pas levé un matin en me disant tiens, pourquoi pas être président des Républicains de la Moselle. C'est plutôt un choix qui m'a été suggéré, qui m'a été proposé par différents maires, conseillers départementaux, régionaux, qui sont républicains aujourd'hui en Moselle et qui m'ont dit voilà, tu es aujourd'hui un jeune député qui a su faire ses preuves en quelques mois puisque tu as proposé différentes propositions de loi à l'Assemblée qui ont marqué le territoire, qui ont fait parler un peu de la Moselle à Paris. Et donc on s'est dit tiens, pourquoi pas, tu pourrais prendre la présidence de notre mouvement pour qu'on puisse avoir un président dynamique, un président qui porte pas mal de choses sur Paris. Et donc c'est vrai que j'ai réfléchi, je n'ai pas forcément tout de suite dit oui. Mais à force de discussion avec des militants, avec des élus, je me suis dit, allez, je me lance. C'est vrai que c'est un beau défi puisque la Moselle, c'est 9 circonscriptions, donc c'est autant de comités les Républicains qu'il faut aller voir, qu'il faut aller soutenir, qu'il faut aller un peu mobiliser. Mais voilà, je suis maintenant à la tête de cette belle fédération, les Républicains de la Moselle, qui est quand même assez importante puisqu'on a 4 parlementaires, 2 sénateurs, 2 députés. Beaucoup de maires, beaucoup de conseillers régionaux, départementaux, donc c'est un beau défi pour 2024. Alors votre fonction principale quand même reste député de la 5e circonscription de Moselle et au Parlement, l'un de vos sujets prioritaires est la santé, en particulier la lutte contre les déserts médicaux et l'accès aux soins. Comment vous mobilisez-vous sur ce sujet ? Alors, vous avez raison, c'est un sujet vraiment primordial pour notre territoire, mais aussi de façon générale pour la France, parce qu'on voit qu'il y a aujourd'hui des déserts médicaux un peu partout sur notre territoire. Alors, comment se mobiliser ? C'est en faisant des propositions très concrètes. J'ai par exemple proposé un amendement qui vise à ce qu'un quota de places dans les facultés de médecine soit réservé à des habitants de zones rurales comme chez nous, parce qu'on se rend compte, lorsqu'on fait des études, que finalement, le lieu d'implantation des médecins est souvent corrélé avec leur lieu de résidence initial. Et donc, forcément, s'il y a beaucoup de médecins qui sortent des grandes villes, qui sont nancéens, qui sont messins, etc., ils ne viendront pas s'installer ensuite chez nous. Et donc, ça renforce encore ce désert médical. Donc, il faut vraiment se battre. Mais c'est aussi en faisant en sorte que l'hôpital redevienne attractif, parce qu'on sait, c'est le cas aussi à Sarreguemines, il y a beaucoup de lits qui sont fermés, beaucoup de services qui sont en souffrance, pas seulement depuis quelques semaines, mais depuis des mois, depuis des années, depuis 5 ans, depuis 10 ans.
la crise Covid n'a pas arrangé les choses. Donc maintenant, il y a vraiment urgence pour que, dans le domaine de la santé, on puisse trouver des solutions pour que notre système de soins ne s'écroule pas. Donc cet engagement, si je comprends bien, est lié aussi au recrutement de jeunes infirmiers et de nouveaux médecins ici sur le territoire. Oui, alors vous voyez aussi très concrètement ce que j'ai encore proposé au ministère il y a quelques jours, en lien aussi avec les syndicats, parce que je pense qu'on ne peut pas, comme je le disais avant, rester dans son bureau et n'écouter personne. Je pense qu'il faut vraiment aller au contact, il faut discuter avec toutes les forces vives du territoire. Et en discutant avec une représentante syndicale de l'hôpital il y a quelques jours, elle me disait voilà, faites quelque chose pour que Parcoursup ne s'applique plus aux IFSI. Parce qu'aujourd'hui, un jeune qui veut devenir infirmier, il doit passer par cette plateforme Parcoursup et c'est n'importe quoi parce que finalement il va être attribué, par exemple, il va être affecté à un IFSI du sud de la France, ce qui va poser évidemment des problèmes en termes de coûts pour les parents qui vont devoir trouver un logement, etc. à l'autre bout de la France. Donc aujourd'hui, il y a vraiment, c'est crucial qu'on puisse revenir au mode de recrutement des IFSI antérieurs, qui était en fait un mode par concours. Et donc là, on se rendait compte que la personne était motivée et surtout, il n'y avait pas ce phénomène actuel où au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, il y a déjà 5%, 10% des étudiants d'IFSI qui ont décidé d'abandonner leur parcours étudiant pour se réorienter. Et donc au final, ce qui se passe, c'est qu'après, ça pose évidemment un gros problème de recrutement pour les hôpitaux, puisque avant, on avait des jeunes du territoire qui se formaient à l'IFSI, qui ensuite se disaient bah, tiens, j'ai été formé en stage par des infirmiers de Sarreguemines, par exemple, de Robert Pax, donc je vais aller travailler en premier poste là-bas. Aujourd'hui, on a des jeunes du territoire qui sont formés à l'IFSI, je ne sais pas, de Montpellier ou à l'IFSI de Strasbourg, enfin voilà, à des endroits loin de chez nous, et qui peuvent là aussi trouver une compagne, trouver un mari à l'autre bout de la France et qui ensuite ne reviennent pas chez nous. Et donc ça pose vraiment un gros problème en termes de recrutement pour les hôpitaux de Sarreguemines. L'année 2024 est synonyme de gros changements encore une fois, notamment pour les demandeurs d'emploi après la promulgation de la loi pour le plein emploi. Quelle est votre position sur ce sujet ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a réussi à arriver à un taux d'emploi, à un taux de chômage qui est relativement faible, puisqu'on est historiquement à un taux le plus faible depuis une vingtaine d'années. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire en sorte que les personnes qui sont encore au chômage puissent trouver rapidement un emploi. Et il faut qu'on ait des incitations, parce que ce n'est pas normal qu'aujourd'hui en France, des personnes qui travaillent, qui touchent le SMIC ou à peine plus, se disent finalement, pourquoi travailler ? Parce qu'on doit payer plein de choses, alors que quand on est au chômage, on a parfois, vous savez, des réductions dans plein d'endroits et il n'y a pas forcément les mêmes tarifs toujours pour les personnes qui sont en situation de chômage. Donc aujourd'hui, il faut que ça cesse, il faut que le travail paye. C'est l'orientation qui doit être prise. Le gouvernement nous promet depuis maintenant plusieurs années que le travail va payer, mais on constate que ce n'est toujours pas le cas et que dans plein de situations, on voit des situations dans lesquelles c'est plus rentable de rester à la maison, d'être au chômage, plutôt que de prendre un emploi, parce qu'on sait aussi que de plus en plus d'emplois, malheureusement, sont parfois à temps partiel, c'est parfois 10 heures, 20 heures, enfin, ce n'est pas forcément le temps plein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez d'incitation pour que ces personnes acceptent des temps partiels plutôt que de rester au chômage. Autre sujet important pour l'ensemble de nos territoires, alors je parle de Sarreguemines, du Pays de Bitche et bien sûr aussi du Grand Est, c'est la filière bois et la préservation des espaces forestiers. Quelles actions comptez-vous mener pour allier cette préservation des espaces forestiers et l'activité économique autour du bois qui est très importante ici dans notre région ? Alors, ce qu'il faut toujours faire extrêmement attention, c'est ne jamais créer trop de normes, créer un carcan trop contraignant, parce qu'on le voit. Alors aujourd'hui, c'est notamment ce mouvement des agriculteurs que je soutiens et qui s'exprime depuis quelques jours, parce que c'est vrai, ils sont vraiment, leur travail est vraiment entravé par cette multiplication de normes. Alors que dans le même temps, on accepte la venue en Europe de produits du monde entier qui, eux, ne sont soumis à aucune norme, parce que c'est vrai qu'il y a des accords de libre-échange qui ont été passés par l'Union européenne avec le Mercosur, avec des pays asiatiques, avec la Nouvelle-Zélande. Et donc il faut qu'on cesse d'avoir cette politique complètement suicidaire. C'est un suicide économique auquel on assiste aujourd'hui, parce qu'on impose plein de normes à nos agriculteurs, à nos industries, à nos artisans, à notre filière BTP, enfin à plein de filières économiques françaises. Et en même temps,
en même temps très macroniste, si vous me permettez l'expression. En même temps, on accepte d'importer par millions des produits qui viennent de l'autre bout de la planète, avec l'incidence carbone que ça représente pour la planète. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on cesse. Et par rapport au bois, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas entraver la filière bois, créer toujours plus de normes, toujours plus de mesures réglementaires, et en même temps importer du bois de l'étranger. Parlons justement d'Europe. Vous êtes très engagé sur les enjeux frontaliers aussi en tant que député. Et les frontaliers de notre territoire s'inquiètent en ce moment face à une vague de suppression d'emplois prévue juste à côté de chez nous, en Sarre, côté allemand. Quelles actions menez-vous pour renforcer leurs droits face à ces situations d'urgence pour ces frontaliers? Alors, je vous remercie pour cette question. Je crois que si vous ne l'aviez pas posée, je me serais peut-être permis de l'aborder lors d'une autre question, parce que vous avez raison, aujourd'hui on assiste à une vague assez terrible de suppression d'emplois de l'autre côté de la frontière, que ce soit chez Michelin, que ce soit chez ZF et encore dans plein d'autres entreprises. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, le modèle allemand est malheureusement confronté à cette hausse des prix de l'énergie. J'avais eu l'occasion d'interpeller le directeur de Michelin en lui demandant à ce qu'il revoie ses plans de fermeture d'usines en Allemagne et toutes ces fermetures, ces suppressions de postes. Malheureusement, il m'a fait une réponse cordiale, mais en me disant qu'il ne voulait pas revenir sur ces suppressions d'emplois, donc ces suppressions d'emplois seront bien actées. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a encore dans un tas de domaines des disparités entre le modèle français et le modèle allemand. Et le problème, c'est que les frontaliers sont sans cesse en fait balancés entre les administrations allemandes qui leur disent maintenant nous on n'est pas compétents pour telle allocation, pour tel domaine d'activité, et à l'inverse des administrations françaises qui disent nous non plus on n'est pas compétents. Et donc je vais vous donner un exemple très, très simple, l'allocation de rentrée scolaire. Aujourd'hui l'allocation de rentrée scolaire, ils la reçoivent avec plusieurs mois de différence. C'est-à-dire que les Français qui travaillent en France touchent l'allocation de rentrée scolaire au mois d'août. Les frontaliers, pour beaucoup, c'est au mois de novembre, c'est au mois de janvier. Et ça, c'est juste pas possible parce que, évidemment, les dépenses pour les enfants, pour l'école, c'est au mois d'août ou au mois de septembre. C'est pas au mois de novembre ou au mois de janvier. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Il y a aussi le cas du télétravail. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de cadre législatif, mais aussi un cadre social, parce qu'il y a aussi des problématiques de sécurité sociale qui permettent aujourd'hui à des travailleurs du secteur de télétravailler lorsqu'ils travaillent dans une entreprise à la frontière en Allemagne. Et ça pose vraiment des problèmes parce que la difficulté, c'est que dans les années qui viennent, on aura peut-être des jeunes de notre secteur qui vont dire tiens, moi j'ai un emploi en Allemagne, je ne peux pas télétravailler. Est-ce que je ne vais pas essayer de trouver un logement à la frontière en Allemagne, quitte à vivre quand même, je dirais, pour beaucoup en France, mais quand même être domicilié en Allemagne pour pouvoir télétravailler. Donc on risque d'avoir certains frontaliers qui pourraient effectivement partir vivre en Allemagne à cause de ces règles sur le télétravail. Mais de façon plus générale, ce qui est assez pénible en matière de frontaliers France-Allemagne, c'est qu'en fait, il y a très peu de salariés qui sont... il y a de moins en moins de salariés frontaliers entre la France et l'Allemagne, alors même qu'entre la France et la Suisse, il y a un nombre bien plus important de frontaliers. Et c'est ça la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que finalement, le gouvernement ne s'intéresse pas tellement pas suffisamment au cas des frontaliers avec l'Allemagne, parce que le nombre est bien plus réduit que les frontaliers avec la Suisse. Comptez-vous faire réagir justement le gouvernement sur ces questions-là, puisque je sais que l'une des inquiétudes notamment, c'est les différences de traitement sur le chômage partiel, pour donner un exemple? Alors oui, on essaye de faire réagir le gouvernement. Moi j'ai déjà posé plusieurs questions écrites, on a déjà sollicité à plusieurs reprises le gouvernement sur différents points. Ce qui est aujourd'hui très compliqué depuis 1 an et demi, c'est ce changement permanent de ministre. On l'a vu encore il y a quelques semaines. On a d'ailleurs des périmètres gouvernementaux qui ne sont toujours pas attribués à l'heure actuelle. Donc ça, c'est juste pas possible. On a créé des super ministères, santé, travail, affaires sociales. Mais forcément, il faudrait des super ministres pour pouvoir exercer à plein ces fonctions ministérielles. Donc aujourd'hui, on a vraiment cette difficulté-là aussi, c'est qu'il y a cette instabilité ministérielle qui nous complique un peu la vie, parce que lorsqu'on prend contact avec un conseiller d'un ministre
qu'on lui expose telle situation concernant les frontaliers, qui nous dit ok, on va regarder, on va faire avancer les choses, et que 2 mois après, je reçois un SMS me disant écoutez, mon ministre a été remercié, donc je ne suis plus conseiller depuis hier, forcément il faut retravailler avec un nouveau conseiller qui n'est pas au courant, parce que c'est souvent quand même des sujets assez techniques, on ne peut pas forcément leur exposer ça en 2 minutes, c'est parfois des choses qui nécessitent quand même une demi-heure pour vraiment bien comprendre les difficultés du problème. Donc c'est vrai que cette instabilité ministérielle est vraiment aujourd'hui préjudiciable. Alors il y a des bouleversements là en début d'année avec l'arrivée d'un nouveau gouvernement dont on ne connaît pas certains noms, vous venez de l'évoquer, mais aussi avec l'arrivée des élections européennes qui approchent là en juin 2024. Quelles sont vos attentes sur ces élections? Alors, 2 choses. La première, c'est que les élections européennes ont toujours été marquées par un fort taux d'abstention. Ça, c'est vraiment problématique dans le sens où aujourd'hui, au niveau de l'Union européenne, il y a quand même des règles et des directives, des règlements qui sont adoptés, qui ont quand même une portée concrète, pratique pour nous, de plus en plus importante, de plus en plus forte. On le voit dans tous les domaines, que ce soit la santé, que ce soit la défense, que ce soit pour les droits des consommateurs, enfin voilà. L'Union européenne aujourd'hui est très présente. Et donc c'est un peu paradoxal que finalement, il y ait de moins en moins de gens qui aillent voter pour ces élections européennes. La deuxième chose, c'est qu'on a une montée des nationalismes dans beaucoup de pays, avec une montée des partis d'extrême droite dans pas mal d'États. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que pour beaucoup de choses, pour beaucoup de sujets, l'Union européenne peut nous apporter beaucoup. Je prends l'exemple de l'immigration. On a donc voté il y a quelques semaines maintenant une loi immigration pour laquelle évidemment j'étais favorable parce qu'on ne peut pas accueillir aujourd'hui dignement dans notre pays tous ces immigrés. On le voit bien dans nos grandes villes, que ce soit à Strasbourg, à Metz, à Paris, des personnes qui errent sans domicile, etc. Donc ce n'est pas acceptable aujourd'hui, donc il faut qu'on puisse mieux réguler l'immigration illégale. Mais ça passe aussi au niveau européen parce que si d'autres pays européens laissent entrer dans leur pays des immigrés, ils peuvent ensuite se déplacer facilement et venir en France. Donc ça passe vraiment par une stratégie européenne et notamment dans la négociation avec les pays de provenance de ces immigrés, puisque on sait aujourd'hui que lorsqu'on a par exemple une personne de nationalité marocaine qu'on veut faire retourner au Maroc, souvent les autorités marocaines trouvent des prétextes pour ne pas accueillir leurs nationaux parce qu'ils ne veulent pas forcément reprendre des personnes qui ont été condamnées en France pour différents crimes ou différents délits. Donc c'est ça aussi le problème. Et donc il faut vraiment qu'il y ait une stratégie au niveau européen pour qu'on puisse discuter avec ces pays de provenance. Donc on a parlé de différents thèmes, de la santé, de l'immigration, de thèmes économiques aussi, mais vous êtes également engagé sur le handicap et vous travaillez notamment sur un groupe d'études porté sur l'autisme. Quelles sont vos pistes de travail prioritaires sur ce sujet? Alors, j'ai effectivement voulu rejoindre le groupe d'études autisme assemblée parce que aujourd'hui c'est un sujet qui est très très mal traité par notre pays. On a beaucoup d'enfants qui sont diagnostiqués comme étant autistes, mais qui n'ont pas de structure d'accueil qui puisse les accueillir de manière convenable. Donc c'est des jeunes qui par exemple vont être orientés vers un IME ou qui vont être orientés vers une classe UEA, donc une unité d'enseignement pour enfants autistes. Mais ensuite on leur dit maintenant l'IME de Sarreguemines est complet, l'IME de Forbach est complet. Donc finalement, ces jeunes enfants se retrouvent sans aucune solution. Et donc ça, c'est pas acceptable. Il faut qu'on trouve donc des moyens de créer plus de place pour ces jeunes. Mais il faut aussi que l'éducation nationale change parfois aussi de doctrine, de façon de faire, parce que je dirais que historiquement, il y avait un peu cette idée de dire tiens, il faut qu'on scolarise le maximum d'enfants et quelle que soit leur problématique, quel que soit leur handicap, quelles que soient leurs difficultés scolaires. Mais aujourd'hui, je pense qu'il ne faut plus jamais faire du à la carte et pas forcément avoir des schémas préconçus. Parce qu'on le sait bien, notamment pour l'autisme, ce sont souvent les parents, ce sont souvent les frères et sœurs qui, mieux parfois qu'un professeur, connaît un petit peu la façon dont l'enfant va pouvoir progresser. Moi, j'ai le cas sur Rohrbach où on a donc une unité d'enseignement pour enfants autistes.
Et en discutant avec des parents, certains me disent voilà, on sait que telle technique marche, que telle méthode a fait ses preuves, donc voilà, il faut qu'on progresse là-dessus parce qu'on s'est rendu compte que notre garçon, notre fille, en quelques mois a progressé. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est vraiment au cas par cas et on ne peut vraiment pas généraliser, il faut vraiment un accompagnement individualisé. Une nouvelle année 2024 vient de s'ouvrir devant nous. Y a-t-il d'autres dossiers qui seront prioritaires pour vous en cette année 2024 ? Alors, on a démarré il y a quelques jours l'examen du texte de loi IVG. Alors, je regrette un petit peu parce que je pense que dans le contexte actuel où l'hôpital est vraiment dans une crise profonde, l'enseignement, on a vu encore avec ces différentes agressions de profs, etc., l'enseignement également en grave crise, les agriculteurs qui manifestent depuis quelques jours. Donc voilà, le pays va mal, on a beaucoup de secteurs d'activité qui sont en grande difficulté. Et donc vouloir nous imposer cette discussion autour de l'IVG, je trouve que c'est un peu pénible et un peu hors contexte. Si vous voulez, en 2024, on aura ces Jeux Olympiques qui vont avoir lieu cet été à Paris. Mais je crois qu'il faut faire attention parce qu'on ne peut pas non plus que parler des Jeux Olympiques pour détourner un peu l'attention et pour parler d'autres sujets. Je crois qu'aujourd'hui, je reste toujours en attente de loi en matière de santé, en matière d'EHPAD, parce qu'aujourd'hui la situation de nos hôpitaux, de nos EHPAD n'est plus tenable. On le voit bien avec toutes ces fermetures de lits à Sarreguemines, avec des EHPAD qui sont en grande difficulté financière. Et si on continue comme ça, on va tout droit vers de nouveaux drames, vers de nouveaux scandales Orpea, parce que les EHPAD ne peuvent pas tourner s'ils n'ont pas les recettes en face. Pour terminer cette interview, M. Settlinger, je vous propose d'adresser encore un message à nos téléspectateurs pour cette année 2024. Écoutez, je voulais d'abord remercier TV Cristal pour nous donner encore une fois la possibilité de faire cette interview donc en début d'année pour les vœux. Je voulais ensuite vous saluer toutes et tous et vous dire combien je vous souhaite une très très belle année 2024, qu'elle vous apporte plein de choses, autant d'un point de vue personnel que d'un point de vue professionnel. J'ai souvent tendance à dire, voilà, on est un territoire dans lequel les gens sont travailleurs, sont bosseurs, se démènent tous. Souvent, je croise des personnes qui travaillent la journée, qui le soir construisent une maison, donnent un coup de main à des proches, sont pompiers volontaires, enfin, qui font plein de choses. Donc on est vraiment une région de bosseurs. Mais il faut aussi savoir préserver notre santé parce que c'est évidemment essentiel pour pouvoir continuer à travailler, pour pouvoir continuer à être dynamique, à être actif. Donc voilà. Et puis, comme je le dis depuis quelques semaines maintenant, lors de différentes cérémonies de vœux, j'aime bien utiliser cette formule en disant que je souhaite également une très mauvaise année 2024 à tous ceux et à toutes celles qui mettraient des bâtons dans les roues au développement de notre beau pays de Sarreguemines Beach Sarral, parce que je crois que notre territoire a un tas d'atouts. Je raconte souvent cette anecdote lorsque Olozolis, le président de la République, s'est engagé personnellement avec le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, à ce que cette usine vienne à Sarreguemines. Je peux vous dire qu'à l'Assemblée, plusieurs collègues étaient un peu jaloux en me disant « Tiens, comment ça se fait que vous avez réussi à ce que le président de la République s'investisse personnellement pour cette usine ?» Je pense que voilà, ça montre qu'on a un territoire qui est encore prometteur, on a encore un territoire dans lequel on peut faire beaucoup de choses. Et donc voilà, je souhaite une année 2024 extrêmement dynamique pour tout le monde. Et je vous remercie encore une fois pour cette belle interview. Merci. Merci à vous, M. Settlinger, pour l'interview. Merci.